collines verdoyantes de Kissy, un quartier populaire de Freetown en Sierra Leone, le soleil se levait sur une maison modeste en tôle ondulée. À l'intérieur, Mamadou Sessay, 8 ans, lisait déjà à la lueur d'une bougie, dévorant un livre de sciences que lui avait offert son instituteur. « Fatou, ton fils lit encore !» criait Madame Cargbo, la voisine depuis sa cour. « Cet enfant va devenir quelqu'un de grand !» Fatou Sessay, 32 ans, sourit en ajustant le tissu coloré sur sa machine à coudre manuelle. Veuve depuis 3 ans, elle travaillait jour et nuit pour subvenir aux besoins de son fils unique. Ses doigts agiles transformaient les pagnes en robes élégantes. Chaque point de couture portait l'espoir d'un avenir meilleur pour Mamadou. « Maman, » dit Mamadou en refermant son livre, « aujourd'hui, Maître Johnson m'a dit que je pourrais avoir une bourse pour continuer mes études. » Les yeux de Fatou brillèrent de fierté et de larmes retenues. Dans un pays où l'espérance de vie ne dépassait pas 60 ans, où la guerre civile avait laissé des cicatrices profondes, son fils représentait tout. L'espoir, l'avenir, la rédemption. 10 ans plus tard, Mamadou, maintenant 18 ans, était devenu une légende dans son quartier. Grand, élancé, avec des yeux intelligents qui semblaient percer les mystères du monde, il était l'étoile de Kissy. Ses bulletins scolaires étaient parsemés d'excellence. En mathématiques, sciences, anglais, partout, il brillait. Les professeurs du collège Saint-Joseph parlaient de lui avec admiration. « Ce garçon ira loin », disait M. Bangoura, son professeur de chimie. « J'ai enseigné pendant 30 ans. Je n'ai jamais vu un esprit si vif. » Mamadou avait obtenu une bourse partielle pour étudier la médecine à l'université de Sierra Leone. Son rêve était simple, mais immense. Devenir médecin, construire un hôpital dans son quartier natal et offrir à sa mère la maison qu'elle méritait. Chaque matin, il se levait à 5 heures pour aider Fatou avec ses commandes de couture avant de partir en cours. Le soir, à la lueur d'une petite lampe solaire, il étudiait jusqu'à minuit, ses livres médicaux étalés sur une table en bois bancale. « Un jour, maman, tu n'auras plus besoin de coudre, » lui promettait-il. « Je prendrai soin de toi comme tu as pris soin de moi. » En janvier 2022, l'université ferma brutalement ses portes. Une grève générale des professeurs, réclamant des salaires impayés depuis des mois, paralysa le système éducatif. Les étudiants furent renvoyés chez eux, sans date de reprise. Mamadou se retrouva désœuvré pour la première fois de sa vie. Ses journées, autrefois rythmées par les cours et les révisions, devinrent longues et vides. Il errait dans les rues poussiéreuses de Freetown, regardant ses rêves s'éloigner comme des mirages. « 3 mois », lui dit le doyen lors d'une visite à l'université. « Peut-être plus. La situation économique du pays… » Fatou voyait l'inquiétude grandir dans les yeux de son fils. Elle intensifia son travail, espérant économiser assez pour qu'il puisse peut-être s'inscrire dans une université privée. Mais ses revenus de couturière ne suffiraient jamais. « Ne t'inquiète pas, mon fils, » lui disait-elle, en cachant ses propres angoisses. « Allah nous trouvera un chemin. » Mais Mamadou sentait le poids de l'impuissance l'écraser. Pour la première fois, son intelligence ne pouvait rien résoudre. C'est dans cette période de vulnérabilité que Mamadou croisa Samba Koroma, un ancien camarade de classe qui avait abandonné ses études 2 ans plus tôt. Samba était méconnaissable. Autrefois énergique et volubile, il semblait maintenant flotter dans un état de sérénité artificielle. Ses yeux étaient vitreux, son sourire étrangement fixe. « Hé, l'étoile de Kissy ?» l'interpella Samba près du marché de Cotton Tree. « Pourquoi cette tête d'enterrement ?» Mamadou lui expliqua sa situation. Samba l'écouta en hochant la tête avec une compassion feinte. « Frère, tu te compliques la vie, » dit Samba en sortant quelque chose de sa poche. « Regarde-moi, plus de stress, plus d'angoisse. J'ai trouvé la paix. » Il tenait un joint roulé grossièrement, d'une couleur brunâtre inhabituelle. L'odeur qui s'en dégageait était âcre, chimique. « C'est quoi ça ?» demanda Mamadou, instinctivement méfiant. « Du couche, frère. La solution à tous nos problèmes. Ça coûte 5000 léones, environ 30 centimes d'euros. Et ça fait oublier toutes tes douleurs. Une bouffée, et tu comprends que la vie n'est pas si compliquée. » Mamadou regarda le joint avec curiosité et dégoût mêlés. Toute sa vie, il avait été le bon élève, celui qui disait non aux mauvaises influences. Mais aujourd'hui, quelque chose en lui était brisé. « Je ne sais pas, Samba. Juste une fois, frère, pour voir. Tu ne risques rien. Ce n'est pas comme les drogues dures, c'est juste pour se détendre. » Samba alluma le joint et tira une longue bouffée. Ses yeux se fermèrent béatement.
Tu vois, la paix totale. Mamadou pensa à sa mère qui se sacrifiait pour lui, à ses rêves de médecine qui s'estompaient, à cette sensation d'être prisonnier de circonstances qu'il ne contrôlait pas. Juste une fois, murmura-t-il en tendant la main. La première bouffée lui brûla les poumons. Il toussa violemment, mais Samba l'encouragea à continuer. « Normal, frère, la deuxième bouffée sera meilleure. » Et elle le fut. Soudain, tous les problèmes de Mamadou semblèrent s'évaporer. Une euphorie artificielle l'envahit, suivie d'une léthargie profonde. Pour la première fois depuis des mois, il se sentait bien. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le koch qu'il venait de fumer contenait des nitazènes, des opioïdes synthétiques 25 fois plus puissants que le fentanyl, mélangés à des cannabinoïdes synthétiques et à des produits chimiques toxiques comme l'acétone et le formol. Son cerveau venait de faire connaissance avec son futur bourreau. Ce soir-là, Mamadou rentra chez lui dans un état étrange. Fatou remarqua immédiatement que quelque chose avait changé. « Mon fils, tes yeux sont rouges. Tu es malade ?»« Non, maman. Juste fatigué. J'ai passé la journée à chercher du travail. » Le premier mensonge. Il en viendrait des centaines d'autres. Cette nuit-là, Mamadou ne put pas dormir. L'effet du couche s'était estompé, laissant place à une anxiété plus intense qu'avant. Son corps réclamait déjà une nouvelle dose. « C'est normal, » s'était dit-il. « Demain, je ne toucherai plus à ça. » Mais le lendemain, l'envie était là, lancinante. Il résista pendant 3 jours, puis retourna voir Samba. « Je savais que tu reviendrais, frère, » sourit Samba. Le couche, c'est magique. En quelques semaines, ce qui devait être juste une fois devint un besoin quotidien, puis bicotidien. Mamadou développait rapidement une tolérance aux substances contenues dans le couche, nécessitant des doses de plus en plus importantes. Il commença à mentir systématiquement à sa mère. « Maman, j'ai besoin d'argent pour acheter des livres de révision. Il faut que je paye les frais de transport pour aller voir si l'université va rouvrir. Un ami m'a proposé un petit boulot, mais il faut que j'avance l'argent du matériel. » Chaque mensonge lui permettait d'obtenir quelques milliers de léones que Fatou économisait péniblement, et chaque léone finissait dans la poche des dealers de couches. Les effets de la drogue sur son organisme commençaient à se faire sentir. Les nitazènes attaquaient ses reins et son foie, tandis que les cannabinoïdes synthétiques perturbaient son système nerveux. Il maigrissait, perdait ses cheveux, développait des tremblements. Fatou n'était pas dupe. Mère depuis 19 ans, elle connaissait son fils mieux que quiconque. Les changements physiques, les mensonges, les disparitions. Un matin, elle découvrit dans la poche de la veste de Mamadou un petit sachet en plastique contenant une poudre brunâtre. « Mamadou !» l'appela-t-elle d'une voix ferme. Il sortit de sa chambre, les yeux hagards, titubant légèrement. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle tenait le sachet devant lui. « C'est pour un ami. » « Ne me mens pas, mon fils. Ton ami Samba est venu ici hier. Il avait la même tête que toi. Qu'est-ce que vous prenez ?» Mamadou s'effondra sur une chaise. Le poids du mensonge devenait trop lourd. « Maman, c'est juste pour oublier. L'université, mes rêves, tout s'écroule. Cette chose, ça fait du bien. » Fatou sentit son monde s'écrouler. Son étoile, son espoir, son avenir. S'ensuivirent des semaines de conflits intenses. Fatou cachait l'argent, fouillait les affaires de son fils, le surveillait constamment. Mamadou, de son côté, devenait de plus en plus ingénieux pour se procurer sa dose quotidienne. Il commença à voler. D'abord des petites choses dans la maison. La radio de sa mère, quelques bijoux sans valeur, des tissus qu'elle comptait transformer. Puis, il s'attaqua aux voisins. Madame Cargbo a perdu son téléphone, disait-on dans le quartier, et les Bangouras se sont fait voler leurs chèvres. Personne ne soupçonnait Mamadou, l'ancien enfant prodige. Mais Fatou savait. Un soir, elle le surprit en train de fouiller dans son coffre, cherchant l'argent qu'elle y cachait. « Mamadou, qu'est-ce que tu fais ?» Il se retourna, les yeux injectés de sang, tremblant de manque. « J'ai besoin d'argent, maman. Tu ne comprends pas. J'ai mal partout. » « Tu as mal ? C'est moi qui ai mal. Tu tues ta mère, Mamadou. Tu tues l'enfant que j'ai élevé. » Pour la première fois de sa vie, Mamadou leva la main sur sa mère. Il s'arrêta juste avant de la frapper, horrifié par son propre geste. « Pardonne-moi.
Pardonne-moi, maman. Il sortit en courant dans la nuit. Les rues de Freetown la nuit étaient devenues le terrain de jeu de Mamadou et des centaines d'autres jeunes comme lui. Dans les ruelles sombres de Crew Bay, Susan's Bay et Crabtown, des groupes de consommateurs de couches se rassemblaient. Mamadou découvrit un monde qu'il n'avait jamais imaginé. Des jeunes de son âge, certains encore plus brillants que lui, tous détruits par la même substance. Il y avait Abdul, 20 ans, ancien étudiant en ingénierie, qui maintenant passait ses journées assis contre un mur, les yeux fermés, bavant. Mariama, 17 ans, ancienne première de sa classe, qui se prostituait maintenant pour acheter sa dose quotidienne. Ibrahim, 22 ans, qui avait été militaire et qui maintenant tremblait comme une feuille dès qu'il n'avait pas fumé depuis quelques heures. « Bienvenue en enfer, frère », lui dit Abdul lors de leur première rencontre. « Ici, on ne juge personne, on souffre ensemble. » Les mois passaient et Mamadou s'enfonçait de plus en plus. L'université avait finalement rouvert, mais il était devenu incapable de suivre les cours. Sa concentration était détruite, sa mémoire défaillante. Les effets du couche sur son organisme s'aggravaient. Les nitazènes causaient des dommages irréversibles à ses organes vitaux. Il toussait constamment, crachait parfois du sang, avait des difficultés à respirer. Lors d'un rare moment de lucidité, il essaya de se sevrer seul. L'expérience fut atroce. Tremblements, sueur froide, vomissements, douleurs musculaires insupportables, hallucinations terrifiantes. Au bout de 48 heures, il craqua et courut acheter du couche. « Je pourrais arrêter si je voulais, se mentait-il, mais maintenant, j'ai des problèmes plus urgents. » Il avait perdu 15 kilos. Ses cheveux tombaient par poignées. Ses dents se déchaussaient. À 19 ans, il ressemblait à un vieillard. Plus Mamadou s'enfonçait dans la dépendance, plus il découvrait l'organisation criminelle derrière le couche. Ce n'était pas un commerce artisanal, mais un véritable système international. Big Man, le principal dealer de son quartier, lui expliqua un jour la chaîne d'approvisionnement. Les produits chimiques viennent de Chine, petit. Des nitazènes plus puissants que tout ce que tu peux imaginer. Ils arrivent par bateau au port de Freetown. Ensuite, on les mélange avec des cannabinoïdes synthétiques qui viennent des Pays-Bas. On ajoute du formol qu'on vole dans les hôpitaux, de l'acétone, du tramadol. Et voilà, le couche est prêt. Mais pourquoi du formol ? Demanda Mamadou. Ça conserve le produit et ça rend l'effet plus fort. Le formol, c'est ce qu'on utilise pour conserver les morts. Ironique, non ? Mamadou apprit que le couche se vendait maintenant dans toute l'Afrique de l'Ouest. Sierra Leone, Libéria, Guinée, Gambie, Sénégal. Une épidémie qui s'étendait comme un cancer. On estime qu'il y a plus d'1 million de consommateurs rien qu'au Libéria, continua Big Man. C'est du business, petit. Et le business est florissant. Un matin de novembre 2023, Fatou trouva Mamadou inconscient dans sa chambre. Une mousse blanche sortait de sa bouche. Son corps était secoué de convulsions. « Au secours ! Au secours !» cria-t-elle en courant chez les voisins. L'ambulance mit 1 heure à arriver. À l'hôpital Conot, le médecin de garde, Dr Camara, examina Mamadou avec une expression grave mais résignée. « Overdose de couche », diagnostiqua-t-il. C'est le 5e cas cette semaine. « Docteur, vous pouvez le sauver ?» supplia Fatou. « Madame, votre fils souffre d'une grave intoxication. Cette drogue, qu'ils appellent couche, contient des substances plus dangereuses que l'héroïne. Ses reins fonctionnent à 30%, son foie est gravement endommagé, et nous voyons de plus en plus de jeunes dans cet état. » Le docteur Camara lui expliqua les statistiques terrifiantes. 90% des admissions masculines dans le service psychiatrique étaient liées aux couches. La morgue était saturée. Les autorités organisaient des crémations de masse d'urgence. Dans notre pays, nous n'avons que 5 hôpitaux autorisés à traiter les maladies psychiatriques pour 8 millions d'habitants. Nous sommes débordés, madame. Débordés et impuissants. Fatou refusa d'abandonner. Elle vendit tout ce qu'elle possédait, sa machine à coudre, ses bijoux, même la parcelle de terrain que son défunt mari lui avait laissée. « Je ne laisserai pas mon fils mourir », répétait-elle comme un mantra. Elle s'installa à l'hôpital, dormant sur une chaise en plastique à côté du lit de Mamadou. Elle le nourrissait à la cuillère quand il était conscient, nettoyait ses vomissures, tenait sa main pendant ses crises de tremblement. Autour d'elle, d'autres mères vivaient le même calvaire. Madame Bangoura avec son fils Mohamed. Parfois, entre les crises, Mamadou retrouvait momentanément sa lucidité. Ces moments étaient les plus douloureux pour Fatou, car elle retrouvait son fils, l'étoile de Kissi, avant qu'il ne replonge dans l'abîme. « Maman », lui dit-il un jour, les larmes aux yeux, « je me souviens de tout, de mes rêves, de mes promesses.
Je voulais te construire une belle maison. Je voulais devenir médecin comme docteur Camara. Tu peux encore le faire, mon fils. Il faut juste que tu te battes. Non, maman. Regarde-moi. Regarde ce que je suis devenu. Mes mains tremblent. Je n'arrive plus à réfléchir. Mon corps me fait mal partout. Le Kush m'a volé mon âme. Il lui raconta alors la vérité sur ces derniers mois. Les vols, les mensonges, les nids passés dans les ruelles sordides de Freetown. J'ai même vendu tes tissus, maman. Les beaux pagnes que tu gardais pour les grandes occasions, j'ai tout vendu pour cette saloperie. Je le savais, mon fils. Je l'ai toujours su. Mais tu es encore là. Tu respires encore. Il y a encore de l'espoir. En avril 2024, le président Julius Maada Bio déclarait officiellement l'état d'urgence national concernant la consommation de drogue, une mesure sans précédent dans l'histoire du pays. Le Kush constitue une menace existentielle pour notre nation, déclara-t-il à la télévision. Il tue nos jeunes plus vite que nous ne pouvons les sauver. C'est un piège mortel qui détruit l'avenir de la Sierra Leone. Une task force nationale fut créée, dirigée par le ministère de la Santé. Des centres de traitement d'urgence furent ouverts, mais les moyens restaient dérisoires face à l'ampleur de la catastrophe. Dans son lit d'hôpital, Mamadou regardait les nouvelles avec un mélange d'amertume et d'espoir. Trop tard pour moi, mais peut-être pas pour les autres. Après 6 semaines d'hospitalisation, l'état de Mamadou sembla se stabiliser. Ses analyses sanguines s'amélioraient légèrement, il retrouvait un peu d'appétit. « Je vais sortir bientôt », dit-il à sa mère. « Et cette fois, c'est fini. Plus jamais je ne toucherai à cette merde. » Fatou voulait y croire. Elle avait déjà recommencé à économiser pour payer les frais de réinscription de Mamadou à l'université. Mais le sevrage du Kush était plus complexe que celui des drogues traditionnelles. Les nitazenes créaient une dépendance physique extrême, tandis que les cannabinoïdes synthétiques perturbaient durablement le système nerveux. 3 jours après sa sortie de l'hôpital, Mamadou disparut. Fatou le retrouva le lendemain dans une ruelle de Crabtown, inconscient au milieu d'autres corps inertes. « Je n'ai pas pu résister, maman », lui dit-il quand elle le ramena à la maison. « J'ai essayé, mais la douleur était trop forte. » Les dernières semaines de la vie de Mamadou furent d'un calvaire permanent. Son corps, déjà affaibli par des mois de consommation, ne supportait plus les agressions chimiques du Kush. Il toussait sans arrêt, crachait du sang, avait des difficultés respiratoires majeures. Ses reins fonctionnaient de moins en moins, son foie était en insuffisance sévère. « Maman, » lui dit-il un soir de décembre, « j'ai peur de mourir. » « Tu ne vas pas mourir, mon fils. Allah ne peut pas être si cruel. »« Si, maman, je le sens. Mon corps lâche. Mais je veux que tu saches une chose. Même dans ma folie, même quand le Kush contrôlait tout, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Tu es la seule lumière qui me restait. » Cette nuit-là, Fatou ne dormit pas. Elle resta assise à côté du lit de son fils, écoutant sa respiration saccadée, comptant chaque souffle comme un cadeau. À l'aube, les convulsions reprirent, plus violentes que jamais. Le 23 décembre 2023, à 6h47 du matin, le cœur de Mamadou CCI s'arrêta de battre. Il avait 19 ans. Fatou tenait sa main quand il rendit son dernier souffle. Elle ne cria pas, ne pleura pas immédiatement. Elle resta là, figée, regardant le visage paisible de son fils, enfin libéré de sa douleur. « Mon étoile » murmura-t-elle. « Mon étoile s'est éteinte. » À la morgue de l'hôpital Connaught, Mamadou ne fut pas seul. 17 autres jeunes, tous victimes du Kush, attendaient leur tour pour les crémations de masse organisées par les autorités. Docteur Camara vint présenter ses condoléances à Fatou. « Madame, votre fils était le 10e cette semaine. Cette drogue tue nos jeunes plus vite que nous ne pouvons comprendre comment l'arrêter. » Les funérailles de Mamadou furent simples. Fatou n'avait plus d'argent, ayant tout dépensé pour tenter de le sauver. Mais tout le quartier de Kissy était là. Ses anciens professeurs, ses camarades de classe, les voisins qu'il avait vus grandir. « Il était notre fierté ?» dit M. Bangoura, son ancien professeur de chimie. « Il devait nous montrer le chemin. Au lieu de ça, il nous montre l'abîme où nous risquons tous de tomber. » Aujourd'hui, dans le quartier de Kissy, une plaque commémorative honore la mémoire de Mamadou Cessé et de tous les jeunes victimes du Kush. Elle porte cette inscription.
Ici vécut Mamadou Sessé, l'étoile de Kissi. Ses rêves de médecin se sont envolés dans la fumée du couche. Que sa mort serve à éclairer la route de ceux qui viennent après lui. Fatou, maintenant âgée prématurément par la douleur, consacre sa vie à sensibiliser les jeunes au danger du couche. Elle parcourt les écoles, raconte l'histoire de son fils, montre ses photos d'avant et d'après. « Regardez ce qu'était mon fils », dit-elle, en montrant une photo de Mamadou recevant un prix d'excellence. « Et regardez ce qu'il est devenu. » Elle montre alors une photo prise quelques semaines avant sa mort. Un jeune homme décharné, aux yeux éteints, méconnaissable. Dans ce même quartier, une nouvelle étoile brille maintenant. Aïcha Bangoura, 17 ans, première de sa classe, rêve de devenir ingénieure. Mais tous les jours, en allant à l'école, elle passe devant des jeunes qui lui proposent du couche. « Pour oublier tes problèmes, petite sœur », lui disent-ils. Aïcha serre son sac d'école contre elle et pense à Mamadou. Elle se souvient des mots de Fatou lors de sa dernière visite à l'école. Chaque jeune qui dit non aux couches, c'est mon fils qui revient un peu. Chaque étoile qui continue de briller, c'est ma victoire contre cette saloperie qui m'a volé mon enfant. La question résonne encore dans l'air lourd de Freetown. Aïcha aura-t-elle la force de résister, là où Mamadou a échoué? L'histoire continue, l'espoir aussi. Cette histoire n'est pas qu'une fiction. Elle représente la réalité de milliers de familles en Afrique de l'Ouest. Le Koch a tué des milliers de jeunes en Sierra Leone, au Libéria, en Guinée et dans toute la région. Cette drogue synthétique, contenant des nitazenes 25 fois plus puissants que le fentanyl, détruit les rêves, les familles, l'avenir même de l'Afrique. 90% des admissions psychiatriques masculines en Sierra Leone sont liées au Koch. Les morgues sont saturées. Les crémations de masse sont devenues une réalité. Pour 8 millions d'habitants, il n'y a que 5 hôpitaux autorisés à traiter les addictions. Chaque jeune perdu est une étoile éteinte dans le ciel de l'Afrique. Chaque famille détruite est une tragédie qui pourrait être évitée. Si tu connais quelqu'un en difficulté, ne reste pas silencieux. L'aide existe. La prévention sauve des vies. Mamadou n'est pas mort en vain si son histoire empêche d'autres étoiles de s'éteindre. En mémoire de tous les Mamadous d'Afrique.